questions clés, 11h midi sur la première. Et nous sommes aujourd'hui avec Marie Milis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, alors vous avez un parcours complètement atypique, hein, mathématicienne, anthropologue, auteure et facilitatrice en auto-louange. On va donc parler de l'auto-louange avec vous. Ce qui tombe bien, hein, parce qu'on reproche beaucoup à la Belgique aujourd'hui d'être victime de bashing, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui cette espèce de mauvaise publicité venue d'ailleurs. Oui. Et puis on a des hommes politiques en réagissant en disant, bah non, c'est un peu de l'auto-bashing que nous faisons en Belgique. On va donc parler de l'auto-louange et essayer de comprendre de quoi on parle exactement. Quelque chose qui, de toute façon, est censé nous faire beaucoup de bien à l'intérieur pour pouvoir rayonner à l'extérieur aussi. Alors, l'auto-louange, on peut se définir ça comment ? C'est une posture d'abord, c'est retrouver quelque chose comme cette dignité intérieure que connaissaient les hommes primitifs, puisqu'on en a trouvé des témoignages d'écriture qui datent depuis les temps les plus archaïques. Oui. Et donc l'idée, c'est de pouvoir reproclamer un texte qui émane d'un jeu profond, un texte de louange dans lequel le jeu prend toute son envergure et donc toute sa dignité. Alors ça tout de suite, évidemment, on imagine une espèce de vision tournée vers soi qui est proche du narcissisme, parce que on est comme ça, on est élevé comme ça dans nos traditions judéo-chrétiennes, je dirais. Donc déjà, ça a un aspect très négatif, alors que pas du tout. Sauf que c'est un bienheureux narcissisme. Oui. Si vous vous souvenez de l'histoire de Narcisse, c'est un piètre bonhomme totalement asocial et qui, au moment où il voit son reflet dans l'eau, tombe en amour d'humanité et commence à être capable de lien aux autres parce qu'il a reconstruit quelque chose à l'intérieur. Donc le narcissisme, oui, je le garde, mais je le remets dans son sens primitif. Par contre, ce que je ne garderai pas du tout, c'est l'autopromotion, oui. L'arrogance, c'est-à-dire une pratique dans lequel on se booste l'ego pour aller dire « je vaux mieux que les autres ». Non, l'auto-louange n'a rien à voir avec ça. C'est une pratique que l'on retrouve par exemple chez le roi David dans les textes, puisque vous parlez de la tradition oui. judéo-chrétienne, c'est-à-dire c'est comme si on ouvre un robinet à l'intérieur et qu'il y a une fontaine de jouvence qui n'attend qu'une chose, c'est à exploser. Et donc celui qui s'adonne à cette pratique, il est d'une très très grande humilité parce qu'il ouvre la fontaine de jouvence sans savoir ce qui va sortir. Comment est-ce que vous avez rencontré cette pratique ? Alors c'est une anecdote. D'abord le fait que vous avez dit je suis mathématicienne. Oui. J'ai eu la chance d'enseigner dans ce que Madame Onkeling s'appelait piteusement une école de discrimination positive. Oui. Donc j'ai eu mon champion avait été mis à la porte de 17 écoles à cause des maths et j'étais son 18e prof. Ah oui. Donc vous vous rendez bien compte que normalement, portant le badge de l'échec, il n'était pas du tout en train d'attendre que le 18e prof arrive comme un prophète. C'était condamné d'avance. Et donc, ou bien je me mettais à trouver d'autres moyens d'enseigner, et j'ai trouvé beaucoup de techniques pédagogiques. C'est pour ça que parmi mes titres de noblesse, il y a celui de pédagogue. Oui. C'est-à-dire d'avoir ajusté déjà dans les années 80 la pédagogie au type d'élèves que nous voyons dans toutes nos écoles aujourd'hui, en allant beaucoup plus vers des pédagogies participatives. Ça, c'est une chose. Mais je me rendais compte que quoi que je fasse, tant que mes élèves n'avaient pas confiance en eux, n'avaient pas un peu plus d'estime d'eux-mêmes, c'était comme de l'huile sur des plumes de canard. Je me fatiguais, oui, mais pas eux. Pas eux. Et donc l'idée, c'était de trouver une pratique qui allait leur restaurer une estime de soi. Et en découvrant l'auto-louange, parce que je vous dis que c'est une pratique archaïque et millénaire qui a vécu partout sur toute la surface du globe, seulement comme vous l'avez très bien mentionné, nous avons subi sur nos terres, nous avons subi 4 filtres extrêmement puissants. Le judéo-christianisme avec cette perversion du sens des mots, l'Empire romain, le Code Napoléon et l'école de la République. Bref, au bout de ces 4 filtres, nos mots sont tordus et on croit qu'il nous est obligatoire de n'occuper qu'une toute petite place et encore en demandant pardon. Oui, en étant humble et modeste. Ouais, modeste et en pratiquant cette modestie. Humble et modeste, c'est pas la même chose. Quelle différence vous faites ? Mais modeste, c'est celui qui ne prend pas sa place parce qu'il est tellement encodé dans des croyances qui font que seule une petite place lui est attribuée, oui. qu'il va jusqu'à pervertir son propre senti pour occuper peu de place. Moyennant quoi, souvent, sont des gens qui jalousent ceux qui arrivent à prendre de la place, ceux qui ont des signes extérieurs
même pas de richesse, mais juste de jubilation. L'humilité, c'est juste dire, c'est comme ça. Voilà. Ma fontaine de talent, c'est ça, je les mets à disposition. Je ne cherche pas à en profiter par arrogance, mais je la mets à disposition. Et quand vous dites que ça pervertit, ça veut dire qu'on n'exprime pas ses sentiments de peur de dépasser de ce cadre-là, quoi. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. On a mis la peur en premier. C'est-à-dire que si je dis ce qui est ma saveur à l'instant présent, mais je vais sûrement gêner quelqu'un et donc je ne dois pas le faire. Et donc vous étiez pédagogue. Oui. Dans cette histoire. Et donc j'ai rencontré l'auto-louange parce qu'elle est restée vivante en Afrique. Oui. Et donc c'est un ami africain qui était retourné au village et qui avait reçu sa propre auto-louange, qui en rentrant a décidé de faire sa thèse en linguistique africaine sur cette pratique qui localement s'appelle le kassala. Et puis mon mari et moi on lui a dit mais tu peux pas laisser ça à l'université, c'est tout autre chose. Et donc je suis devenue archéologue, excavatrice, enfin ce que vous voulez, pour essayer de remettre cette pratique au goût du jour pour l'homme moderne. Alors le kassala, on en a déjà parlé dans cette émission, et de fait, me semble-t-il, cette personne est retournée en Afrique. Voilà. Elle nous l'avait raconté d'ailleurs. Oui. Elle est retournée en Afrique et sa mère a perçu chez lui qu'il avait perdu son âme noire, exactement, son âme africaine. Et elle a organisé une pratique qui se fait dans le village ancestral où il s'est retrouvé au sein même du village, où l'on a renommé tous les faits, les hauts faits d'armes de sa famille et de son nom quelque part. Voilà. Le mot auto-louange est d'ailleurs une traduction du mot kassala que lui m'a donné, qui peut être soit auto-louange, auto-éloge, auto-panégyrique, nom de force ou nom de devise. Vous voyez, selon l'angle dans lequel on va le prendre. Et effectivement, en Afrique, c'est remettre de la lumière sur toute la lignée. Chez nous, c'est très difficile de le prendre par ce biais-là, parce qu'au-delà de la 3e génération, beaucoup d'entre nous ne savent déjà plus nommer le prénom de leurs arrière-grands-parents. C'est vrai. Et c'est bien malheureux, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal. Le prénom peut-être, le nom de famille, ça devient plus délicat. Hein. C'est vrai. Sauf du côté du père. Sauf du côté du père, de fait. Mais en ce qui concerne cette rencontre, honnêtement, la première fois qu'il pratique ou qu'il vous en parle, dans ce que vous venez de dire de votre pratique pédagogique, on sent que vous êtes déjà très ouverte, mais comment vous le percevez, comment vous le recevez la toute première fois? Vous vous dites aussi, il y a une inadéquation avec ce que je ressens de ma propre culture? La première fois que je l'ai entendu, j'ai entendu des phrases aussi extraordinaires que je suis la pluie qui tombe même sur le crâne des vieux. Quelle douce et merveilleuse impertinence, oui. Donc des phrases comme ça qui sont ciselées pour le bonheur. Et je me suis dit, mais tiens, il y a quelque chose là-dedans. Pas plus que ça. Et donc, je suis rentrée en classe et j'ai proposé à mes élèves d'essayer de faire quelque chose, mais très débutante et peut-être trop missionnaire. Donc, ils ont bien sûr été odieux. Ce faisant, ils m'ont donné beaucoup de charbon, mais il y avait quelques pépites dedans. Et parmi les pépites, il y avait des phrases comme « Je suis l'exception à la règle qui dit que personne n'est parfait ». J'adore ça. Vous imaginez, vous vous brossez les dents le matin et je suis l'exception à la règle qui dit que personne n'est parfait. Venant d'enfants en grande difficulté humaine et sociale. Donc je me dis, si cette phrase elle ne vient pas de ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes. C'est pas possible. Parce que eux-mêmes, c'est le pas d'argent, c'est la situation difficile, c'est l'arrogance, c'est la violence. Donc, ça vient d'ailleurs. C'est le ressenti alors. C'est quelque chose qui... Je vais vous le dire, oui. Parce que je vais vous le dire comme ils me l'ont expliqué, mais c'était tellement... Alors en plus, quel vocabulaire. Oui. Ma beauté fait pâlir Narcisse, je trouble son reflet dans l'eau. Attendez, allez voir dans une école de discrimination positive, les professeurs vous diront qu'ils n'ont pas 25 mots de vocabulaire et je vous dis pas lesquels. D'accord? Et donc tout d'un coup, il y a ça qui tombe, parmi du charbon, parmi des tensions, etc. Et donc je me suis rendu compte que probablement, moi, je n'étais pas assez porteuse du projet. Et en devenant plus proche de cette posture et plus à même de la leur proposer, oui. Eux sont tombés dedans avec délice. Avec délice et avec beaucoup de succès et de convaincre des personnes comme celle-là, ça n'a pas forcément été évident. Comment pratiquer l'auto-louange? On va y revenir dans un instant avec vous, Marie-Milice. À tout seigneur, tout honneur, c'est bien sûr Jean Kabouta, professeur de linguistique et de littérature à l'université de Gand et écrivain qui a ramené cette pratique dans notre pays et dont on parlait avec Marie-Milice il y a un instant. Marie-Milice qu'on va retrouver bien sûr pour parler pratique de l'auto-louange, pratique que vous effectuez peut-être déjà chez vous. N'hésitez pas
témoigner dans cette émission dans quelques instants. Marie-Milice qui est avec nous bien sûr. Et on reparlera également avec elle de son ouvrage collectif que vous pouvez trouver non pas en librairie ici en Belgique, mais via le site de Marie-Milice, mariemilice.net tout simplement. Pratique de l'auto-louange pour tous, c'est paru aux éditions Le Grand Souffle. Et il porte le doux titre de Loué sois je, un titre collectif, un ouvrage collectif également sur lequel on revient dans un instant. 11h midi sur la première. Question clé. Question clé. Avec Véronique Tiberghien. Marie-Milice est avec nous. Alors on parle de l'auto-louange avec cet ouvrage, Marie-Milice, que vous avez écrit, Loué sois je, écrit à plusieurs mains parce qu'il y a plusieurs contributeurs. Comment vous les avez choisis et quelle est leur participation à ces contributeurs? Mais ce qui m'intéresse, c'est que l'auto-louange retrouve sa saveur collective. Ce n'est pas une pratique ésotérique, ce n'est pas un apport nouveau venant d'Afrique ou autre. Oui. C'est quelque chose qui a existé chez nous et qu'il s'agit d'excaver, de remettre au goût du jour, et donc dans sa diversité. Et j'aurais trouvé dommage que soit systématiquement associé auto-louange Marie-Milice, alors qu'en fait plein de gens se mettent à l'utiliser dans leur pratique professionnelle, et évidemment que ça prend des couleurs locales et des pratiques locales. Mmh. Donc j'ai demandé à toutes les personnes, toutes c'était il y a 5 ans, parce que ce livre est en gestation depuis 5 ans, mais à toutes les personnes qui m'étaient proches à l'époque et qui travaillaient l'auto-louange, de bien vouloir témoigner de leurs consignes et des résultats de leur travail. Mmh. Et là se retrouve un livre qui pour moi est bouleversant d'humanité, puisqu'à la fois dans la structure d'écriture, on a des gens qui ont une parole, j'ai presque envie de dire de linguiste, on sent que le verbe est travaillé, est sculpté, et puis des personnes qui n'ont presque pas d'accès au verbe et qui vont témoigner avec simplicité, mais presque du cœur à la plume. L'écriture orale, quoi. Oui, c'est ça. Et puis vous allez avoir des pratiques dans tous les univers professionnels. Il y a Séverine Matheusi qui est clown en hôpital. Puis de là, je vais passer sur les thérapies avec, par exemple, Claude Bonjour qui accompagne des patients du sida. Et vous aurez des contributions d'Hubert de Bretagne qui est médiateur en justice. Donc l'idée, c'était vraiment ouvrir et donner des idées aux lecteurs pour ne pas faire du Marie-Milice, mais faire du jeu en auto-louange et le jeu de chacun. Et d'ailleurs, le chapitre consacré aux jeunes en décrochage scolaire, c'est Anne Bosquet qui l'a écrit. Voilà. Mais je suis pas. C'est vrai qu'il y a des éléments et vous avez essayé de montrer à quel point aussi l'auto-louange, c'est vraiment dans le quotidien et dans toute une série de domaines auxquels on ne pense pas toujours. Vous avez parlé de la justice il y a quelques instants. Ça m'avait effectivement surprise. Autant dans le milieu scolaire, je suis pas étonnée de le retrouver, mais encore que je suis pas sûre que ça soit encore hyper pratiqué, alors que ça pourrait vraiment avoir un bénéfice certain. Il y a vraiment dans chaque domaine de la vie et dans chaque circonstance de la vie. Exactement. Aussi. Là, dernièrement, je parle d'il y a 2 jours, j'ai reçu un courrier de quelqu'un que je connais bien, puisqu'on a vécu la formation ensemble, et elle me dit, pour le moment, ma fontaine de jouvence est éteinte, je ne trouve plus accès à l'auto-louange, parce que je suis dans le deuil de mon père. Et je lui dis, mais tu sais, on se trompe si souvent à mettre l'auto-louange du côté de tout va bien, du côté bonheur, du côté ce n'est qu'un bouquet avec les plus belles fleurs. Alors qu'en fait, l'auto-louange, c'est un grand bouquet dans lequel on prend tout, y compris l'ortie et l'aubépine. Et donc, si le tout de ta vie maintenant, c'est le deuil de ton père, ose aller en jeu et avec amplification dans cet accompagnement du deuil. Et on voit que si on ose tout prendre de sa vie, mais on fait des pas de géant. Alors, vous l'avez déjà un peu montré avec les phrases que vous avez citées tout à l'heure. La pratique de l'auto-louange, c'est pas se regarder dans un miroir et dire je suis belle, même si pour beaucoup, et je suis la première à l'admettre, pour beaucoup, et même déjà ça, c'est très difficile à faire. Le dire en se regardant droit dans le miroir, je suis belle, je suis forte et j'en vaux la peine. Oui, mais ce que vous dites est beaucoup plus difficile que l'auto-louange. Ben oui, mais c'est bien. Parce que tant que vous vous limitez à la dimension du portrait, vous êtes dans une phase où vous portez sur les épaules vos juges habituels et vous êtes en train de faire une effraction pour imposer la réalité. Moi, ce que je propose, c'est d'être un enfant qui joue dans un bac à sable et qui ose dire je suis Vénus. Vous sentez? Et il y aura bien quelque chose en moi qui va dire wow, enfin j'ai osé le dire. Mais vis-à-vis de l'extérieur, ils peuvent toujours se dire que je clapote un peu. Donc au lieu de dire je suis belle, je dis je suis Vénus. Exact. Au lieu de dire je suis forte, je dis je suis un super héros qui sauve le monde. Voilà, c'est amplifié en fait. Et alors une fois que vous faites ça,
quelque chose de votre inconscient va entendre « Enfin, elle lâche le contrôle. Enfin, je peux monter à la surface. » Et donc, ça ne va pas faire « Je suis Vénus, point ». Ça va faire « Je suis Vénus, je nais d'un coquillage, j'adore l'ondée. » Enfin, ça va démarrer. Et derrière, vous allez recevoir des choses que vous saviez, mais que vous ne saviez pas que vous saviez. Alors, au début, j'imagine qu'on sourit, parce qu'il y a cette espèce de gêne, peut-être, qu'il faut encore dépasser. Et puis, une fois qu'on se libère totalement. Oui, tout à fait. Et en fait, on sourit même pas. Non. Non, parce que ce que je propose, mais ça, c'est moi qui ai besoin de passer par l'écriture. Oui. Vous avez vu dans le livre que Anne-Philippe passe par la danse, et il y a des gens qui passent par la musique ou par la peinture. Moi, je dois passer par l'écriture. Donc, je me donne une demi-heure à peu près avec ma carte support. Et la seule chose que je fais, c'est essayer de suivre le fil. C'est-à-dire, la carte m'invite à aller chercher dans une zone de moi et c'est comme un fil de soie, je dois être prudente. Donc je suis très concentrée, je sais pas ce que j'écris, mais je l'écris et j'avance en tirant mon fil. Et au moment où je me mets à proclamer mon texte, c'est d'une telle ampleur, d'une telle... que j'ai parfois bien difficile à dire ce qui est sur mon texte. Et à ce moment-là, je me rends compte que ce texte est venu au devant de moi, mais presque comme une parole prophétique. C'est une parole miroir qui vient dire « On a rendez-vous, nous deux. Tu vois où tu es appelé à devenir. » Oui. Et j'y suis pas, mais j'ai mon axe, j'ai ma direction. Est-ce que ça veut dire que, alors là on prend le cas de l'écriture, ce que j'ai écrit un jour ne sera pas valable l'autre jour? Non, ce sera toujours valable, mais ça va changer. C'est ça. Par exemple, ça fait partie d'une histoire, c'est ça, d'un cheminement? Mais ça vient soit réveiller par exemple, je vais vous en citer une que j'ai écrite, que j'ai recopiée sur mon bureau parce qu'elle me touche beaucoup. Ouais. Dans la fange des eaux troubles, j'érige des cathédrales. D'accord ? Et je crois que c'est vrai, c'est mon contrat de vie. Peut-être pas des cathédrales, mais quand même. Et donc, de venir me rebooster à ça, c'est mon talent. Oui. Voilà l'effet de cette phrase. Et je m'en fais une piqûre de rappel, comme ça, de temps en temps, pour me redresser, me remettre debout en me disant, mais ça, c'est mon vrai talent. Maintenant, il y a des moments où, dans le texte, je vais recevoir autre chose qui est de l'inattendu. Par exemple, je me suis retrouvée avec une phrase qui était « Je suis pain de vie ». Ben, j'oserais pas vous le dire droit dans les yeux comme ça, dans le quotidien, oui. Mais de la trouver dans mon texte et de me dire, ben oui, j'ai quelque chose à faire dans ce sens-là. C'est ça, en fait, l'auto-louange nous parle à nous. Oui. On ne doit pas forcément parler aux autres. Par contre, le bénéfice que l'on en retire rayonnera sur les autres. Oui, et c'est très important de proclamer l'auto-louange. Oui. En fait, si vous écoutez... Oui, parce que la personne dont on parlait, là, ça se pratiquait au milieu du village, devant l'ensemble du village. Oui, ça doit être proclamé. Oui, c'est ça. Le vrai moment de l'auto-louange, c'est pas ce que j'écris. Quand j'écris, je me rends pas compte. Oui. C'est au moment où je fais effraction, où je porte la parole, où je deviens orant, c'est-à-dire je suis celle qui est corps de parole. Vous savez qu'en Amérique du Sud, il y a un très beau texte de Anne Cibran sur sa pratique avec les Quechua, les Indiens Quechua. Eh bien, ils ont choisi comme traduction du mot auto-louange, ou du mot kasala, ils ont choisi Shinji Shuti, ce qui veut dire là où la parole parle. Celui qui détient la parole qui parle. Celui que l'on respecte parce qu'il détient la parole. Vous vous rendez compte ? Donc voilà, c'est mon travail à moi, c'est de permettre à nous, les Occidentaux, qui avons perdu cet accès à la parole qui parle, de la sentir vivante à l'intérieur. Et puis on a un certain travail à faire pour oser la porter. Dans quelques instants, on retrouve Marie-Mélis, mais on retrouvera également Servan Toulier, qui est l'un des contributeurs à cet ouvrage Louer soit je, écrit dirigé en tout cas par Marie-Mélis et écrit par toute une série de contributeurs. L'auto-louange à laquelle vous réagissez, certains pour nous dire qu'il faut faire des louanges de l'extérieur. Mais on parle bien d'auto-louange. Il s'agit donc bien de se louanger soi-même. Non pas de tomber dans une sorte d'égocentrisme, de se proclamer ou de s'autoproclamer roi, mais simplement de pratiquer une sorte de lâcher-prise. Un lâcher-prise pour permettre de renouer avec soi-même. C'est ce que nous propose l'auto-louange aujourd'hui avec Marie-Mélis. 11h midi sur la première. Question clé. Question clé avec Véronique Tiberghien.
Marie-Mélis est avec nous. Louer soit jeu est le titre de cet ouvrage si vous voulez aller plus loin. Marie-Mélis y a compilé une série de personnes qui pratiquent l'auto-louange pour nous montrer à quel point dans le quotidien, eh bien, c'est possible, c'est essentiel et qu'est-ce que ça nous apporte comme bénéfice essentiel pour notre vie, surtout aujourd'hui. Et parmi les contributeurs de cet ouvrage, il y a Servane Toulier. Bonjour Servane. Bonjour. Merci d'être intervenue dans cette émission. Servane Toulier, vous avez développé une pratique intégrant la danse, le chant, la méditation, l'écriture de l'auto-louange, le massage sonore, les contes selon une méthode jungienne et vous avez participé à l'écriture de ce livre « Louer soit jeu » avec Marie-Mélis. Comment est-ce que vous avez fait connaissance avec l'auto-louange ? Alors ça c'est de façon très personnelle. En fait, ma mère, qui aimait beaucoup écrire, avait suivi un stage avec Marie et c'est elle qui m'en a parlé la première et donc ça m'a donné envie. Donc vous voyez, c'est une affaire familiale. Oui, je vois. Et donc et ensuite je me suis inscrite à la formation que proposait Marie et j'ai été tout de suite séduite par cette manière d'approcher ma vérité et ma créativité. Et j'ai pris énormément de plaisir à écrire en groupe sous la houlette de Marie. On parle avec vous évidemment du milieu du spectacle, de la comédie, de la création de spectacles. En quoi l'auto-louange vous a-t-elle porté quelque part dans votre travail quotidien ? Eh bien, c'est-à-dire que l'auto-louange permet d'aller atteindre des zones auxquelles on n'a pas accès autrement. C'est vraiment une façon d'aller puiser dans son inconscient. Et donc, ça m'a vraiment permis d'avoir une créativité beaucoup plus riche et d'atteindre, des zones que je n'atteins pas autrement. Et donc, on a procédé de la façon suivante, c'est-à-dire que on avait un conte, on avait envie de raconter une histoire, et donc on s'est dit qu'on allait on allait improviser à partir d'éléments de cette histoire. Donc ça pouvait être aussi bien sur l'eau que sur l'enfance, que sur des photos. Nous avons pris beaucoup de photos et donc à partir de ces photos, on a travaillé des auto-louanges qui ont enrichi notre imaginaire et qui nous ont permis d'être beaucoup plus créatives et plus profondes, je dirais. Au fond, ça a fait tomber des barrières. Oui, tout à fait, parce que il n'y a pas de limite. Quand on rentre dans l'auto-louange, on plonge vraiment en soi et il n'y a plus de limite. On est l'univers, on est la création, il n'y a plus du tout de barrière entre soi et notre profondeur, notre vérité, notre créativité. Donc c'est assez magique. C'est vraiment magique. Magique mais efficace. Qu'est-ce que ça a changé alors en dehors de la créativité, mais pour vous et dans votre quotidien, en dehors du spectacle, il y a aussi, vous ressentez ça, des bénéfices ? Ça donne un côté souverain, je dirais. Oh. On est la reine de son royaume. Ah oui. C'est comme ça que je le dirais. J'aime assez ça donne parce une que beauté. Quand vous utilisez ce terme de souverain, il y a un côté puissant, mais il y a quand même un côté lumineux aussi derrière. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est une façon d'atteindre sa propre beauté, sans justement, comme disait Marie tout à l'heure, sans flatter l'ego, sans être dans l'orgueil, sans être dans la domination. C'est juste atteindre notre beauté dans la simplicité comme elle est, mais aussi dans sa grandeur et dans sa puissance, et pouvoir l'accepter. Parce qu'autrement, on peut pas accepter une chose pareille. On a été éduqué de façon à dire non, je peux pas voir cette beauté-là comme ça, et qu'est-ce que vont penser les autres? Tandis que là, c'est quelque chose qui devient simple, qui devient lumineux, qui devient évident. Donc ça donne beaucoup de confiance en soi, de légitimité, de simplicité, je dirais, oui. Je vais profiter, Servane Toulier, que vous êtes avec nous et que vous êtes dans un milieu artistique, parce qu'il y a toujours deux facettes que l'on voit dans le grand public de ce milieu artistique. D'une part, c'est d'accorder une certaine part d'égocentrisme aux artistes de manière générale. Et vous avez beaucoup d'artistes qui disent il faut une part d'égocentrisme pour pratiquer ces métiers-là de l'art. Et puis d'autre part, on voit beaucoup d'artistes quand même qui n'osent pas se vendre, qui n'osent pas penser ou même croire au succès, qui ont des espèces de barrières comme ça. Est-ce que dans les deux cas, vous pensez que l'auto-louange peut être une sorte d'équilibre ? Oui, je le crois.
Parce qu'effectivement, très souvent, chez nous, on a cette double attitude où à la fois on a envie d'être vu. Je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier. On a envie d'être vu, mais si on a envie d'être vu à ce point, c'est aussi qu'on pense que on n'est pas visible. Et donc, sinon on ne chercherait pas à l'être autant. Et donc, je pense que ça peut effectivement amener à une conscience plus juste de qui on est, de la place qu'on est, sans être obligé d'en faire énormément pour être vu, ou alors de se cacher parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas. Marie-Mélisse, Oui. ça vous parle? Oh mon Dieu, oui. Quand la question t'a été posée, Servane, j'avais l'image de descendre en dessous de cette problématique. Tu sais, l'image d'une sorte de rejoindre la nappe phréatique. C'est-à-dire que c'est vrai que dans la vie quotidienne, nous sommes tendus dans de multiples complexités. En vouloir en dire assez que pour être lisible, mais pas trop pour ne pas verser dans l'arrogance, etc. Alors qu'en fait, l'auto-louange nous invite à aller plonger dans quelque chose qui nous est commun à tous et qui restitue chacun sur son trône de beauté. La beauté qui reste très essentielle dans cette pratique de l'auto-louange, mais une beauté évidemment tout intérieure aussi, la beauté des mots également qui s'y ajoute. Moi je parlais de rayonnement tout à l'heure, il y a de ça aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ça rejoint tout à fait ce que disait Mandela quand il disait que celui qui laisse venir sa propre lumière permet aux autres de rayonner. Servane Toulier, quel conseil vous donneriez aux personnes qui nous écoutent, qui pratiquent un métier lié à l'art et qui voudraient y voir ce bénéfice aussi et vivre ce bénéfice qu'on ressent beaucoup dans ce que vous dites toutes les deux, que ce soit vous, Servane Toulier ou Marie Tillis, on ressent beaucoup ce que vous émettez là. Quel conseil vous donneriez? Et alors là, je dirais pratiquer. La première chose à faire, c'est vraiment de se laisser aller, de prendre. Marie nous fait travailler avec des photos, donc on peut tout à fait commencer comme ça. On peut aussi, je me souviens, la première chose que j'avais faite et que j'ai trouvée très très belle, c'était de regarder sa main, et d'écrire sur sa main. Et c'est extrêmement puissant de commencer avec des parties du corps aussi, de se réapproprier son corps et de le relier à plus grand que soi et de le relier à la communauté des humains. On peut trouver beaucoup de bénéfices à faire des choses extrêmement simples et ne pas non plus se mettre la barre très haut, c'est-à-dire juste se laisser aller, regarder sa main et laisser aller ensuite à l'écriture. On se reconnecte avec soi de façon très puissante. Je vous remercie, Servane Toulier, d'être intervenu. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, alors je vais vous libérer. Et je propose à nos auditeurs, de toute façon, de vous retrouver dans Louer soit jeu, bien sûr. Marie, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, d'abord, merci Servane. Et puis aussi signaler que l'adolescent a cette pratique, j'ai envie de dire, de proximité. Il y plonge spontanément. L'adulte a mis tellement de couches pour garder sa lumière à l'intérieur et ne pas gêner les autres qu'il faut le déshabiller, mais avec pudeur et bienveillance. Comme un oignon. Oui, tout à fait. Et donc, ce que je propose, c'est par exemple c'est l'usage de supports. Comme Servane parlait d'utiliser sa main, et en regardant sa main, laisser monter tout ce qui a envie de se dire. Oui. Là, on n'est pas encore dans l'auto-louange, mais on approche, en tout cas, de la conscience qu'il y a une écriture à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et puis, je remplace le support par une carte postale, une œuvre d'art ou un paysage. Et là, je demande maintenant d'écrire, parce que là, ce sont les deux consignes de l'auto-louange. Ça doit impérativement être en jeu. Et impérativement avec amplification. Il faut ouvrir la grand voile, il faut oser aller au bout de ces images. Oui. J'imagine que quand vous commencez avec la main, on écrit d'abord sur la main, mais qu'au fur et à mesure, les phrases s'éloignent de ce qu'est la main. Finalement. Bien sûr. Oui. Bien sûr, vous allez démarrer sur une tache de rousseur qui vous rappelle votre grand-mère. Vous allez démarrer sur une alliance et le récit des relations que vous avez eues ou de l'unique relation dans laquelle vous vivez. Donc, tout va faire sens. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce support aussi anodin, parce que, pour votre information, je vis 365 jours par an avec ma main. Et donc, juste la poser là et se mettre à lâcher l'écriture et à permettre que vienne se dire tout ce que ma main a envie d'exprimer, ben déjà ça réconcilie avec l'invitation à l'écriture. Merci Servane Toulier, belle journée à vous.
Merci à vous. À bientôt, Merci. au revoir. Au revoir. On vous retrouve dans un instant, Marie-Ulysse. Loué, sois jeu, avec la préface de Bartabas, on l'avait pas encore dit. On peut d'ailleurs en reparler dans un instant. Vos réactions concernant l'auto-louange. Alors, Olivier de Sainte-Marie vous salue bien, hein, Marie. Il a croisé votre chemin il y a 20 ans et visiblement, ça l'a bien marqué. Message arrivé par SMS au 6031. Quand personne ne nous félicite, mes collègues et moi, nous félicitons à haute voix et ça fait du bien, mais surtout continuez, bien sûr. Et message arrivé par téléphone au 02 737 26 06. Emma, je travaille depuis plus de 10 ans avec l'auto-louange, initié par Jean Cabouta, comme on le disait. Je suis comédienne et j'ai développé un atelier d'écriture pour enfants et adolescents qui suit les consignes de l'auto-louange. Les enfants, alors ça c'est un peu en contradiction avec ce que vous disiez, Marie-Mélisse, les enfants s'auto-censurent régulièrement. Je les fais travailler sur des portraits d'eux-mêmes pour qu'ils retrouvent une estime de soi, pour les remotiver, pour la vie en général. Je suis convaincue que l'auto-louange est un bel antidote à la déshumanisation et permet de prendre conscience de sa propre valeur en dehors de tout ce que l'on nous propose. C'est un antidote à la pub qui nous impose à être. L'auto-louange nous permet de retrouver nos qualités. Je vous propose tout de suite de tester l'antidote et puis on retrouve Marie-Mélisse. 11h midi, Question clé question clé sur la première. avec Véronique Tiberghien. Alors, le but à atteindre, c'est quoi ? C'est une libération totale de soi ? Ça, ce serait magnifique. Mais quand on vient de plusieurs centaines Oui. Il y a du boulot. de Il y a du siècles, boulot. j'y vais plus doucement parce qu'autrement je vais faire peur à vos Je auditeurs. suis trop ambitieuse. Non, vous avez entièrement raison. Mais je crois que déjà, constater, c'est de l'ordre de l'observation. Il y a une fontaine de jouvence à l'intérieur de moi. Je suis née avec des talents. Et quand je suis dans l'expression de mon talent, je rayonne. Même si je voudrais essayer de faire petit, ça va pas. Je rayonne et d'autres viennent vers moi avec aisance. Vous devriez voir la réaction des enfants. Quand un parent écrit une auto-louange, vous voyez, j'ai le cas d'une professeure qui a essayé de rentrer à la maison bien en remettant en place son rôle d'éducatrice et qui voulait tout cerner. Et la petite a insisté pour entendre l'auto-louange de sa maman. Et donc la maman lui lit son auto-louange et la petite lui dit « Mais tu es comme ça, tu es ma fée clochette. » C'est-à-dire, enfin maman, est-ce que je vois pourquoi est-ce qu'elle se complique la vie à vouloir être une éducatrice, une ceci, une cela? Enfin, maintenant, je peux lui parler. C'est vrai que les enfants ont parfois ce regard que nous on juge peut-être plus indulgent, mais qui est peut-être plus proche de la vérité. Mais le partenaire c'est... aussi. Oui. Je me rappelle d'une dame très bien mise, costume. Mon partenaire m'appelle Bobonne, alors si vous me dites qu'il a une vision claire, ça va m'embêter. Pardon, je vous attends. Je vais l'aider à faire un peu, oui, un peu d'auto-louange quand même. C'est gentil. La louange de l'autre, ça marche. Oui, j'aime bien aussi. Hein. Mais voilà, dans ce couple, madame très bien mise, j'ai presque envie de dire costume 3 pièces, quoi, vraiment. Elle écrit son auto-louange, elle rentre chez elle, et quand elle la proclame avec beaucoup d'angoisse devant son partenaire, il lui répond « enfin nu ». Oh. Vous voyez, voilà. Je crois qu'on a besoin de l'autre, mais vraiment de l'autre. Pas des masques que l'on n'arrête pas de mettre l'un sur l'autre pour se protéger de l'autre. Si je comprends bien, seul, ça ne peut pas fonctionner. Il faut vraiment cette Mais espèce de réceptacle quand on proclame. La proclamation, c'est une bénédiction. Oui. C'est l'autre qui me regarde avec des yeux d'une bonté incroyable en disant qu'est-ce que j'ai de la chance de t'avoir rencontré. Qu'est-ce que ce que tu dis est vrai. Parce qu'en fait, si vous écoutez une pièce de Mozart, vous ne connaissez pas les coulisses de Mozart. Vous ne savez pas le petit jeu étriqué, anecdotique de la vie de Mozart. Est-ce qu'il avait mangé, pas mangé? Est-ce qu'il était heureux, pas heureux? Non. Il a transcendé ça et il offre quelque chose que nous appelons du Mozart. Eh bien, l'auto-louange, c'est la même chose. Je vous ouvre quelque chose de mon âme la plus pure et vous n'avez pas accès à l'anecdote de ma vie. Quelque part, l'amplification, c'est le voile pudique. C'est vrai, tout à fait. Est-ce qu'on peut pratiquer l'auto-louange avec des aspects plus négatifs de sa personnalité dont on est conscient, avec lesquels on vit depuis plusieurs années, ce que certains appelleront des défauts, d'autres des traits de caractère plus particulièrement affirmés. Est-ce qu'on peut aussi faire de l'auto-louange avec ça? Mais bien sûr. Ça fait partie de nous, c'est ça. En fait. Croyez-vous que quand Narcisse s'est regardé dans l'eau, il a vu un visage parfait?
pour votre information, ça n'existe pas. Tous nos visages sont asymétriques. Oui. Et donc, c'est l'entièreté de ce que nous sommes qui fait notre beauté. Et donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui proposent de l'auto-louange amputée, c'est-à-dire de l'auto-louange où on ne se booste que le positif. C'est pas l'auto-louange. L'auto-louange, c'est quand je prends tout. Et alors, la merveille, c'est que, imaginons que je prenne une colère. Mais je vais y aller à fond les manettes. Oui. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de dire rouge la colère. Non, je vais devenir l'Etna et un Etna qui pète. Et puis, puisque je dois amplifier, je vais pas me contenter de Pompéi. Je vais éradiquer l'Italie et la Grèce en prime. D'accord? Donc, je dois vraiment me mettre dans cette énergie de décaper, de lâcher les contrôles. Oui. Et alors, ce qui se passe, c'est que souvent, moi, j'appelle ça, quand on se cadre uniquement sur quelque chose de négatif ou de proscrit, j'appelle ça comme une vomissure d'âme. C'est comme si toutes les chapes que je m'étais mises sur l'âme sautent. Et derrière, il y a un cadeau extraordinaire. Un petit quelque chose de mon enfance que j'ai dû surprotéger parce que ça a été mal accueilli, ou une pépite précieuse que je ne révèle à personne. Et elle remonte à la surface et elle me permet, moi, devenue adulte, de la traiter en adulte. Donc oui, bien sûr, tout. Tout est à prendre. Il faut tout prendre, d'ailleurs, dans l'auto-louange. Je le disais, Marie-Mélis, cet ouvrage est préfacé par Bartabas. Je suis presque pas étonnée quand on voit ces spectacles et qu'on lit ce qu'il écrit dans votre livre. Il y a une vraie connexion. Ah, c'est magnifique ce que vous dites. Oui. J'ai été très touchée qu'il ait accepté parce que je sais que c'est quelqu'un d'une très très grande exigence et qu'il se fend pas de mots et il n'a pas envie d'être dans la logorée. Et donc il n'acceptait que si vraiment il sentait la justesse du propos. Et donc il m'a accueilli et on a travaillé, on s'est rencontrés et puis il a écrit ce texte qui m'a beaucoup beaucoup touchée par la présence qu'il assure à nos côtés. À la fois, il dit très clairement sa contribution en tant qu'écuyer et puis il ne vient pas sur le terrain de l'auto-louange, mais il dit comment il a été touché par ce qu'il a pu lire des personnes qui ont pratiqué l'auto-louange. Mais est-ce que c'est pas quelque part aussi une forme d'auto-louange, les spectacles qu'il fait? Parce que vous dites, il n'y a pas les mots, mais il y a tout le reste. Absolument. Absolument. On le sent d'une justesse. Et alors, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est de l'entendre s'exprimer à l'épure. L'auto-louange, c'est ça. L'auto-louange n'a rien de baroque. Si vous pouvez le dire en une phrase, c'est beaucoup mieux qu'en trois. Oui. D'accord? Donc, tout le côté narratif, etc., tout ça est épuré. Pour vous donner la meilleure image de l'auto-louange, et on va y retrouver Bartabas, je vais vous donner l'image de Philippe Petit. Quand il prend son balancier et qu'il met le premier pied sur un fil de funambule, il risque tout. Vous savez qu'il va jusqu'à enlever les étiquettes de ses vêtements pour ne pas porter trop. C'est d'une justesse, c'est absolument. Et quand il met son pied, il n'a plus rien que sa foi. Eh bien, notre balancier, c'est l'amplification. Et l'idée, c'est de marcher un pied devant l'autre à l'épure. Et quand Bartabas explique dans sa préface et m'a expliqué la façon dont il est hyper attentif au moindre mouvement spontané, il m'a dit que pour éduquer un cheval, il faut sentir quand le cheval acquiesce et que la récompense vienne déjà à cet instant-là, pour que le cheval n'ait aucun chemin de souffrance. Qu'il n'y ait pas un chemin de trop à faire pour en arriver à ce résultat. Donc épurer, être juste, être dans l'écoute, révéler ce que le cheval a comme possibilité. Si vous n'avez pas encore vu un spectacle de Bartabas, il faut vraiment aller voir. Courez. Vous comprendrez. Et le dernier est absolument magnifique. C'est On achève bien les anges. Donc il a mis le titre en hommage à Charlie Hebdo, mais c'est vrai que son spectacle est un des très grands spectacles de Bartabas, cette complicité entre l'homme et le cheval, l'homme à l'écoute du cheval. Loué sois-je, Marie-Mélis, et une vingtaine, 20, 25, 30, presque, je pense, une trentaine de contributeurs pour la pratique de l'auto-louange pour tous, avec cette préface de Bartabas. C'est paru aux éditions Le Grand Souffle. Merci beaucoup, Marie-Mélis, d'être venue dans cette émission. J'espère qu'on va pratiquer un peu plus cette auto-louange. Magnifique. Merci et belle journée à vous. Merci à vous.